Bonjour et merci d'être avec nous pour cette première de Mobile Culture, qui est une émission à l'initiative de la Mobile Marketing Association, dont on a la chance et l'honneur d'avoir le président autour de cette table. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Alors raconte-nous pourquoi cette nouvelle émission. D'abord, je suis ravi de la lancer, évidemment. À la Mobile Marketing Association, on produit beaucoup de contenu au travers de nos différentes commissions. On est hyper dynamique, mais il manquait un programme éditorial un petit peu, en prenant un peu plus de hauteur, un petit peu de fond. Et donc, on a voulu le nommer Mobile Culture. Ils sont composés de 8 émissions. Donc ici, c'est la première. Et je suis ravi de la lancer avec vous et en partenariat avec Influencia, évidemment. Donc, on va avoir des thèmes, soit évidemment tournés sur le retail comme on fait aujourd'hui, mais aussi le local, la créativité, les réseaux sociaux, la data et l'ensemble des sujets constitutifs de cette mobile culture. Le mobile aujourd'hui, c'est un fait social complètement avéré. Il est dans la vie de tous les jours l'outil central du quotidien. Et donc, on a trouvé que c'était très intéressant de rentrer dans ces logiques de quels sont ces grands pans qui constituent à la fois le marketing, le mobile marketing, sans jeu de mots avec l'association, et en même temps l'ensemble des univers économiques qui se structurent autour du mobile. Donc, on a ces 8 émissions qui vont être diffusées pour partie avant l'été et pour une autre partie sur la deuxième partie de l'année. Et on lance aussi une revue avec Influencia qui verra le jour fin mai. Donc voilà, on est absolument ravis d'accueillir l'ensemble des intervenants et partenaires pour ces émissions. Donc des émissions chaque fois d'une demi-heure qui seront structurées toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire, de ce que j'en sais, un grand témoin, en l'occurrence Christophe, on va en parler tout de suite, un sujet qu'on interrogera avec un invité, et puis un regard croisé aussi sur le thème du jour. Et aujourd'hui, le thème, c'est le nouveau commerce, les leviers émergents du retail. Voilà, on va parler retail, et c'est pour ça que vous avez invité Christophe Boulot. Bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Christophe. Tu es un digne ambassadeur du retail média et qui s'est trouvé être une valeur refuge, a priori, cette année. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler de la sorte. Peut-être que tu peux d'abord un petit peu nous planter le décor pour qu'on puisse en parler. Déjà, peut-être donner un semblant de définition au retail média pour ceux qui connaissent pas forcément ce terme qu'on emploie de plus en plus souvent, mais qui est assez récent finalement. Nous, on le décrit comme étant l'ensemble des solutions qu'un retailer, qu'un e-commerçant va mettre à disposition des marques qu'il distribue pour que les marques puissent améliorer leur visibilité et, in fine, améliorer leur chiffre d'affaires et leur vente. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Bien évidemment, c'est très proche de la fin de l'acte d'achat. Donc, on dit souvent que c'est le dernier média avant l'achat. Ouais. Mais de plus en plus, on travaille aussi sur des solutions qui permettent d'utiliser la data des retailers pour venir enrichir des campagnes branding qui vont améliorer la notoriété ou l'image de marque, mais de manière beaucoup plus ciblée. Ouais, okay. Donc, levier de performance, bien évidemment, mais aussi de plus en plus qui vient en amont du tunnel d'achat. C'est une stratégie à part entière au sein du marketing pour une marque. On dit souvent que c'est le money time de la publicité parce que c'est là où tout se passe, tout peut basculer, un peu comme un match de basket. Une bonne stratégie retail média peut permettre, par exemple, de contrebalancer une notoriété un peu faiblard, peut contrebalancer le fait que le produit soit pas très connu en amont, parce que on va émerger au moment clé, au moment où les internautes vont être prêts à acheter un produit. Et puis ce moment clé, il est important parce que il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent sur le retail média. Ouais. Donc c'est aussi un enjeu de part de marché, de défendre sa marque, défendre ses produits. Et donc c'est une stratégie à part entière. Et justement, la Mobile Marketing Association vient de faire dresser une cartographie de ce marché. Peut-être qu'on peut en dire un mot. Ouais, c'est intéressant cette cartographie. Faut déjà louer l'initiative parce qu'elle n'existait pas il y a encore un an. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a beaucoup d'acteurs du retail qui se sont mis sur le sujet du retail média. Ouais. Ils auraient tort de pas le faire parce que c'est quand même des enjeux de rentabilité qui sont pas neutres. On voit aussi qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas seuls. Qui le font avec l'aide de prestataires ou de partenaires externes dont c'est le métier. Pourquoi? Parce que derrière le retail média, il y a des enjeux extrêmement importants, des enjeux technologiques, des enjeux de savoir-faire qui sont pas forcément à la portée de tout le monde. Donc on voit qu'il y a une certaine barrière à l'entrée qui est en train de se mettre sur ce levier du retail média. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut noter, c'est que du coup on a un marché quand même très hétérogène et on a des vraies alternatives aux géants internationaux. C'est ça qu'il faut retenir de ce panorama. De ce panorama. Et alors justement, par rapport à cette façon d'exister par rapport à ces géants, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te donne comme envie?
L'envie de permettre aux marques finalement de pas avoir une dépendance avec un seul acteur, et c'est en ça que on a le soutien finalement de tout l'écosystème pour nous aider à monter en compétences en termes d'outils, en termes d'expertise, justement pour proposer des alternatives crédibles. Il ne s'agit pas simplement de dire on a l'ambition d'être un challenger, et donc proposer des alternatives crédibles, c'est avoir des experts, c'est avoir des outils qui vont être jugés par le marché au niveau des meilleurs standards du marché. Et ce qu'on voit pas derrière ce panorama, c'est que on parle beaucoup du retail média dans un angle avec un angle marketing, mais il n'y a pas de retail média s'il n'y a pas de lien avec le commerce. Il n'y a pas de retail média si, lorsqu'on construit une stratégie sur un site e-commerce, on fait pas le lien avec le prix, la promo, les stocks, la qualité de la fiche produit, les avis clients. Et c'est pour ça que c'est souvent un enjeu de côté retailer d'être main dans la main avec l'animation commerciale et les acheteurs qui sont en relation avec les marques. Et côté marque, quand on a en face de nous à la fois une direction commerciale, une direction marketing qui se parlent ensemble, alors la stratégie, elle est assez redoutable parce qu'on va pouvoir faire ce lien entre le monde du business, le monde du commerce et le marketing avec le retail média. Ok. En termes de marque, justement, peut-être un tout petit élément de précision, c'est-à-dire qu'on te connaît à la base en tant que patron de W Relevancy. Là, tu es sur ce plateau avec un titre qui est le directeur de Cdiscount Advertising. C'est un changement de marque. Effectivement, Cdiscount Advertising, qui est une nouvelle entité qu'on a annoncée il y a quelques semaines. On part de trois constats qui nous ont amenés à créer cette nouvelle marque B2B. Le premier, c'est lié à l'activité 2020 du e-commerce, qui a littéralement explosé, qui a permis de servir des besoins de consommateurs qui n'existaient pas avant cette période un peu compliquée d'un point de vue sanitaire. Et donc, on a vu que le e-commerce explosait. On a vu également qu'une marque comme Cdiscount avait complètement changé son image vis-à-vis de nos partenaires B2B. Ouais. C'est-à-dire que Cdiscount, la petite anecdote, c'est que notre PDG Mel Grenier a reçu la Légion d'honneur. Derrière cette Légion d'honneur, il y a surtout un certain nombre de choses qui ont été mises en place pour soutenir l'économie française. On a un acteur français basé à Bordeaux. On est intervenu pour permettre, par exemple, à des commerçants physiques qui étaient fermés de pouvoir gratuitement accéder au monde du digital via Cdiscount. On a aidé des collectivités locales à les approvisionner en masques parce qu'on a une culture de la logistique et de l'approvisionnement qui est très forte. Et donc, cette image de marque qui s'est nettement améliorée, Cdiscount qui est devenu le premier e-commerçant français avec un internaute sur 2 chaque mois qui vient sur le site. Tu veux dire que tu n'as pas peur qu'on te challenge sur tes tarifs parce que tu vas t'appeler Cdiscount Advertising, ça y est, tu es arrivé à un niveau... Non, c'est une bonne question puisqu'on garde le nom, on assume un nom qui est quand même très connoté promo. Ouais. Mais derrière, comme je le disais, il y a toute une stratégie RSE qui s'est développée. Et puis le troisième élément qui nous a fait assumer quelque part d'être un actif 100% Cdiscount, c'est, comme je disais tout à l'heure, le marché qui nous pousse, qui nous aide, qui nous accompagne pour créer des vraies alternatives crédibles face aux géants étrangers. Et donc, en tant que premier e-commerçant français, on se devait quelque part d'assumer cette ambition, de se donner les moyens en termes d'outils, on y reviendra peut-être, et d'effectifs, d'experts pour justement être au niveau des meilleurs. Et avant de venir justement aux outils, un petit mot sur le mobile, puisqu'on est là réunis autour de cette émission Mobile Culture. Ça représente quoi pour vous le mobile aujourd'hui? Alors, c'est un enjeu qui est, en fait, paradoxalement, qui est même presque plus un enjeu, parce que aujourd'hui, il y a plus de 50% des ventes qui se font sur mobile, que ce soit sur application, sur site smartphone, sur Cdiscount. C'est plus de 70% du trafic. Donc c'est aussi un device de surf qui est passé devant le desktop. Et donc nous, notre enjeu côté, on va dire, monétisation et proposition de valeur auprès des marques, c'est simplement de faire en sorte que quand on propose un dispositif de retail média à une marque, les formats soient homogènes, les outils soient homogènes entre l'ensemble des devices. Non, mais c'est ça qu'on apprécie en fait. C'est très lourd de sens ce que vient de dire Christophe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on a plus de 50% de nos achats qui sont faits sur le mobile, on est clairement dans cette mobiliculture et dans cette imprégnation ou prépondérance du mobile dans nos achats, dans notre quotidien, etc. C'est tout l'essence de cette émission, justement. Et là, un dernier mot peut-être sur les dispositifs. On arrive déjà au bout du temps qui est le nôtre pour parler peut-être de ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui pour construire demain. Alors, on travaille sur plusieurs choses. D'abord, il y a un enjeu de plateformisation de tout ce qu'on fait. Il y a plus de 1000 marques distribuées par Cdiscount. Il y a des milliers de vendeurs marketplace qui vendent sur Cdiscount. C'est important que, quelle que soit la taille de notre partenaire, on lui donne accès de manière simple à l'ensemble de nos outils.
Donc, tout ce qu'on fait est plateformisé parce que ça permet d'être plus transparent, ça permet d'être plus simple dans l'approche de nos produits. Et donc, ça nécessite de faire des développements qui sont importants pour être en phase avec les standards du marché. Donc, l'enjeu de plateformisation pour la transparence, pour la confiance. Et puis, on innove en lançant des nouveaux produits. Un des produits qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est le fameux live commerce dont tout le monde parle. C'est un sujet qui vient de Chine et qui est en train d'arriver en France très fortement. Ça, c'est intéressant, le live commerce, parce que on est à la fois quelque part dans la réunion du meilleur du social, de la vidéo et du retail. Et donc, ça permet à un site e-commerce d'enrichir quelque part son site avec des nouveaux contenus. Et puis, ça permet à une marque de faire passer des messages qui vont au-delà des informations techniques, parce qu'un live commerce, ça va durer entre 30 minutes et 1 heure. Et pendant 1 heure, ça permet à la marque de dire autre chose, des choses différentes de ce qu'elle peut dire dans un spot télé de 30 secondes ou d'1 minute. Merci beaucoup pour cette transition, puisqu'on va en parler sur ce plateau tout de suite. Merci Christophe et merci Pierre. Merci, avec plaisir. Alors Christophe Blob vient de nous en parler, le live commerce est au bord de toutes les bouches, au cœur de toutes les attentions, et en particulier la vôtre, Serge Dupuis, puisque vous êtes présidente de Kidol, qui appartient au groupe Red Pill. Alors le groupe qui en fait accompagne en gros les marques dans leur transformation pour qu'ils arrivent à mieux prendre en main un nouveau marketing et qui, via Kidol, apporte des solutions techno, dont le live shopping. Effectivement, oui, ça fait 3 ans qu'on a lancé Quidol. Quidol, c'est une solution technologique de live stream interactif qui permet à tous, les grandes entreprises mais aussi les particuliers, de créer leur propre live, leur propre session de vidéo en direct à l'intérieur de laquelle ils peuvent intégrer des interactions, notamment le shopping. Oui, ça a été le cas, on en a entendu parler dans les médias de Carrefour, avec lequel vous avez pas mal travaillé. On peut peut-être regarder un cas et ensuite en parler. Avec plaisir. C'est vraiment super. C'est génial les amis, si vous le voulez, vous avez juste à cliquer sur la fiche produit et ajouter-le au panier pour devenir les fiers propriétaires de ce casque à réduction de bruit. C'est ça. On est dans le futur. L'essayer, c'est l'adopter. Ah bah exactement, bah voilà, il est parfait ce mec. Non mais c'est génial, mais en tout cas je suis absolument content de vous proposer ce produit-là parce que j'ai vraiment, j'ai eu un petit kiff là quand je l'ai mis dans mes oreilles, je sais pas si ça s'est vu mais j'étais un petit peu comme un enfant. Donc non c'est vraiment top. L'essayer, c'est l'adopter. Ils ont adopté visiblement. Oui. Alors là, c'est la dernière session de live shopping qu'on a montée pour Carrefour dans la perspective de l'euro, pour proposer des produits de hi-fi, de son à leurs différents clients. On est sur une version du live shopping très axée divertissement, interaction. Il y avait des choses à gagner. On appelait des gens au téléphone. Voilà, c'est une émission très riche, mais qui suit un temps fort de la marque, de l'enseigne, et qui est là pour proposer des produits et des prix extraordinaires. C'est quoi la différence avec le téléshopping des années 90 ? Un peu plus moderne. Non, mais c'est notamment le dialogue, la relation qui se crée avec l'auditeur, parce que la télé, outre le fait que c'était quand même pas très amusant, pas très divertissant, et là on a des quiz de la musique, des inserts vidéo, des blagues, enfin c'est quand même du divertissement. En plus de cela, il y a l'interaction, c'est-à-dire que vous avez les chats, vous avez le public qui est capable de vous poser des questions directement, vous l'expert ou vous l'animateur. Vous pouvez leur répondre, jouer avec eux. Enfin, ça ramène de la chaleur, de la proximité, de l'empathie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de bien dans le vrai commerce, mais avec l'efficacité de l'e-commerce. Il parle de résultats exceptionnels. On sait que Carrefour communique assez peu sur les résultats, mais qu'a priori, ils étaient contents. La question des résultats, elle peut aussi passer par le nombre de personnes qu'on arrive à, j'imagine, attirer sur le flux en question. Contrairement au téléshopping, il n'y a pas un canal de télévision. Comment est-ce qu'on travaille ce point-là ? Enfin, déjà, quand on parle de résultats, avant de parler d'audience, Carrefour a quand même communiqué sur le fait que ça avait généré, notamment les sessions de live shopping avant Noël, plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez exceptionnel. Et qu'on avait un taux de transformation qui était multiplié par 2 par rapport à l'e-commerce traditionnel. Puis il ne faut pas oublier le fait qu'il y a tout un effet long train, c'est-à-dire que les replays de ces vidéos-là, qui sont sur les fiches produits ou sur les sites des e-commerçants, continuent à générer des revenus pendant quelques semaines. Après, il y a une énorme satisfaction utilisateur, on n'en parle pas, mais franchement, les utilisateurs étaient contents et c'est ce qu'ils ont restitué en tout cas comme avis et comme opinion sur les différentes sessions de live shopping. Mais c'est vrai que le premier, on va dire la première façon de mesurer le succès d'une session de live shopping, c'est de se dire est-ce qu'il y a eu du monde. C'est difficile de ramener du monde parce que les gens ne sont pas forcément prévenus. En plus, c'est pas encore une habitude de consommation du contenu qui est fréquente, courante. Donc, il faut petit à petit amener la cible, les clients, à se souvenir qu'il y a un rendez-vous, à être au courant de cela et à arriver à l'heure dite au rendez-vous parce que c'est du live. Si vous n'êtes pas là et que vous ratez la moitié de la session, vous ratez la moitié des affaires.
Et ça, on a deux façons de faire. Soit effectivement, et c'est la première chose à faire, hein, on active tous les leviers, le CRM, les RP, évidemment tout le potentiel de votre site, les réseaux sociaux avec des stories, du paid, etc. Et en plus de cela, on met un peu d'investissement financier, un investissement publicitaire, modeste, mais il faut quand même le faire. Ouais. Soit petit à petit, on fait monter en puissance cette audience qui vient pour le live shopping et on lui donne des rendez-vous fréquents. Et c'est pour ça qu'avec Carrefour, on est en train de travailler une programmation à l'année avec Carrefour et d'autres marques sur la durée, avec de la régularité. C'est bien de parler d'autres marques. On a beaucoup entendu parler de la digitalisation des TPE cette année. Est-ce que c'est une offre qui est prise en main aussi par cette typologie d'acteurs? Ouais, et puis ça, c'est un sujet qui nous passionne. On est en train de travailler avec une grosse marketplace justement pour donner la possibilité à tous leurs vendeurs de venir faire sur Quiddle.fr cette fois-ci des sessions de live shopping grâce à un service self-service, une solution self-service que nous avons mis à leur disposition et qui leur permet, via un petit abonnement très peu onéreux et avec leurs propres moyens, c'est-à-dire leur smartphone ou leur PC, leur Mac, de faire leur propre session de live shopping. Okay. Donc, on a vraiment à cœur de mettre à la disposition de tous nos solutions de live shopping. Et ensuite, par ailleurs, sur Quiddle.fr, et c'est ce qu'a fait Omblin avec la marque Aubaine, on donne la possibilité aux marchands de venir rencontrer notre propre audience. Nous, on a plus de 500 000 inscrits sur Quiddle et ça fait plus de 5000 shows qu'on a organisés sur Quiddle.fr. Notre vision, à terme, et le terme étant cette fin d'année, c'est de construire un grand mall de live, un mall interactif pour enfin réenchanter le commerce grâce au digital et donner rendez-vous tous les samedis aux Français pour qu'ils viennent à la fois se divertir, faire leur shopping sur notre site. La première à avoir essayé, c'est Aubaine, la marque Aubaine, qui est une marque de vêtements qui a été créée par Omblin. Ok, on se quittera là-dessus. Merci en tout cas de nous avoir un petit peu montré ce qu'il y avait derrière ce nouveau gros mot ou grand mot de la communication. Merci à vous. Et on regarde Aubaine. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On est dans mon showroom. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il fait un boule qui chamboule? Vous avez 20%. Et moi j'ai totalement flashé pour ce body. Non, pardon. On se dit peace. Bye. Et on va continuer à parler de nouveaux commerces et de drivers émergents du retail avec deux sujets dont on a beaucoup entendu parler cette année, qui sont d'un côté la seconde main, de l'autre côté le local. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Amaury Lelon. Bonjour. Bonjour Charlotte. Tu es directeur produit et médias de ce local justement. Absolument. Et Fabien Scollant, toi tu es VP Advertising du Bon Coin. Bonjour Charlotte, merci. Peut-être avant de parler de ces nouveaux drivers émergents, un petit point sur vos activités à date, une vision un peu photographique de l'audience du Bon Coin par exemple cette année et de son évolution. L'audience se porte bien. Aujourd'hui c'est un peu plus de 29 millions de visiteurs uniques par mois. En fait, il y a eu une grande évolution depuis le premier confinement où les Français ont mis un peu de temps évidemment à s'adapter à cette crise. Et puis après, une fois qu'ils ont fait tout le rangement dans leur maison, là, ils sont revenus sur le Bon Coin de manière massive. Et évidemment, avec l'activité reprenant et une manière plus structurée d'approcher la vie avec la crise, toutes les catégories du Bon Coin ont repris avec de très bons résultats. Donc c'est pour ça, les Français passent en moyenne 1h46 par mois sur le site. Ouais, c'est beaucoup. C'est une visite un jour sur deux, quoi. Donc voilà, et puis avec, des visites multiples, des clés d'entrée. Exactement, où on va voir pour trouver une poussette, on va en profiter pour regarder combien coûte son appartement, combien est valorisé son appartement, et puis on va chercher juste une voiture. Avant. C'était tout mon week-end. Voilà. Exactement. Merci Fabien. Côté ce local, j'imagine aussi qu'il y a eu un peu le même temps de latence dont parlait Fabien sur tout à coup le premier confinement un peu à l'arrêt et puis on se saisit assez vite, je pense au TPE dont on parlait avec Sergine, des outils qui sont les vôtres. Oui, chez ce local on a un très bon baromètre en fait de l'économie locale et les chiffres ont reflété les différentes phases que à la fois notre économie, nos cœurs et nos habitudes ont vécu à travers l'année qui vient de s'écouler. Côté ce local, on a deux réalités. On a une réalité média, on a notamment le site Page Jaune, donc c'est pas 29 millions, mais c'est un peu plus de 20 millions de visiteurs uniques. Donc là aussi, une grande activité de recherche sur la plupart des activités, mais des activités comme la restauration, l'hôtellerie, extrêmement malmenées. On a vu en revanche que le média était le reflet des différentes phases de la pandémie. Donc le mois de mars, il y a un an, là c'était la stupeur. Le premier kilomètre. La frénésie de mise à jour des horaires par les professionnels, où ça fait plus 50% en quelques jours.
Et puis la deuxième phase qui a été autour du développement de nouveaux outils, puisque le commerce local s'est approprié ces nouvelles conditions, a essayé de survivre. Et nous, par exemple, au mois de novembre dernier, au moment du deuxième confinement, le nombre d'activations de professionnels qui ont activé des solutions de click and collect, plus de 5000 en un mois au mois de novembre. Voilà. Donc ça, c'est côté vraiment côté page jaune. Et en revanche, côté professionnel, on a senti une énorme effervescence. Et derrière ça, la prise de conscience par le commerce et l'activité locale, que ça y est, le digital n'était pas quelque chose d'accessoire. C'était le seul driver possible. Absolument. Voilà. Et au moment où je vous parle, on a plus de 450 000 entreprises qui mettent à jour des informations d'une manière ou d'une autre à travers l'application qu'on met à leur disposition. Donc, ça y est, le digital est dans le local. Est fait. Côté Le Bon Coin, vous observez beaucoup les usages, justement. Vous avez lancé, je pense, au Bon Observatoire, qui existe depuis quelques années déjà. Est-ce que ça vous a justement aussi permis de mesurer des variations de comportement étonnantes? On fait face à un vrai changement de comportement de la part des Français qui sont... on l'oublie un peu avant d'être des utilisateurs quand on a une vision très business, mais qui sont surtout des citoyens et donc souhaitent une consommation beaucoup plus raisonnée. Donc il y a eu le mariage de l'économie de l'e-commerce avec l'économie circulaire, d'où le fait que Le Bon Coin prend véritablement sa place aujourd'hui dans cet écosystème qui a évolué. Et donc à cela on rajoutait justement le respect de l'utilisateur et qu'il faut bien comprendre que une entreprise, en assommant les consommateurs et donc citoyens français de publicité, de messages et avec vraiment un outil massif, ça ne marchera plus. Donc, au contraire, il va falloir beaucoup plus travailler sur de l'affinité. Pour cela, il faut avoir une donnée propriétaire extrêmement conséquente, mais anonymisée, pour pouvoir évidemment la structurer, la transformer en des segments qui soient bien efficaces. Et pour toucher au bon moment, vraiment le timing est crucial, le bon message pour répondre aux besoins de l'utilisateur. C'est en répondant aux besoins de l'utilisateur qu'on sera dans une destination gagnante pour l'entreprise. Et votre façon de répondre à vos utilisateurs, c'est justement aujourd'hui de mettre à leur profit, en accès libre, cette data propriétaire qui est la vôtre? C'est plus pour, on met en accès libre aux entreprises le Bon Observatoire, alors qui vient d'être lancé, pour le coup, donc qui est vraiment là pour donner le pouls de la consommation courante des Français, en utilisant un outil qui est mis à jour en temps réel, où on va suivre tous les besoins, entre guillemets, régaliens, donc les besoins primaires, se véhiculer, se loger, trouver un emploi, et tous les besoins secondaires qui sont évidemment décorer sa maison, trouver une poussette, enfin bref, tous les grands moments de la vie des Français va se retrouver en termes d'analyse très fine au sein de ce Bon Observatoire. Mais ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment de fournir du beaucoup plus granulaire l'ensemble des segments qui correspondent soit à la cible. Donc, je suis un constructeur auto, j'ai besoin de savoir en fait comment se comporte la cible qui pourrait correspondre à ce futur véhicule. Et donc, on va fournir des éléments sur les profils socio-démos, les données transactionnelles, les recherches opérées, la géolocalisation pour avoir une finesse entre une couverture hexagonale, une couverture régionale, une couverture locale. C'est comprendre l'appétence du consommateur. Alors, plus que l'appétence, parce qu'on va donner des phases d'intention d'achat. D'accord. Avec l'ensemble des produits qui sont regardés, voir s'il vaut mieux les adresser pas forcément dans la catégorie auto, mais dans d'autres catégories parce qu'ils seront beaucoup plus réceptifs à la publicité à ce moment-là que sur la catégorie auto où ils vont plus regarder les annonces, par exemple. Donc tous ces insights, on va les fournir via la plateforme. Mais encore une fois, c'est vraiment plus on va apporter de la connaissance des consommateurs français aux entreprises, plus ils vont les adresser à bon escient et au bon moment. Voilà, c'est la phase 2 du plan. Il y a eu l'agilité qui a été d'accompagner d'abord le freezing et puis tous ces mouvements qui nous ont tous impactés. Bien sûr. Maintenant, il s'agit aussi d'anticiper et de lancer des offres qui soient en réponse. C'est un peu, j'imagine aussi, ce que vous faites et la façon dont vous avez travaillé. Je pense à la prise de rendez-vous qui est devenue un peu systématique. Je voyais que vous aviez lancé, en cherchant un coiffeur ce week-end, une offre sur la beauté, mais je ne l'ai pas trouvée. Moi non plus. Merci, on est deux. Oui.
C'est-à-dire que nous, c'est vrai que le local a longtemps été le parent pauvre de la digitalisation. Il fallait être un grand groupe ou avoir être un pure player pour être vraiment pleinement maître de tous ces outils. Nous, chez SoLocal, on a un historique où on était plutôt à développer des solutions digitales pour exposer davantage le commerce local aux consommateurs à travers la publicité notamment, et puis à travers les sites internet. Ça, c'était nos deux grands métiers. Donc vraiment un digital de l'exposition. Et on est passé progressivement depuis 2 ans, donc avant même la crise, à un digital plutôt de l'engagement, qui est comment est-ce que j'aide le commerce local à la fois à interagir au quotidien avec ses prospects et clients et à les engager. Donc interagir, c'est fournir des solutions de messagerie instantanée, des solutions de gestion de devis, voire même interagir, comme vous disiez, la prise de rendez-vous et plus récemment encore le click and collect. Donc ça, c'est un mouvement de fond sur lequel on s'est positionné, qui est aussi le reflet d'une plus grande maturité des commerçants. Jusqu'à présent, ils étaient prêts à, de temps en temps, s'intéresser à la pub qu'ils pouvaient faire sur Google ou sur Page Jaune. Non, maintenant, c'est ce qu'ils sont prêts à faire. Et ce qu'ils ont besoin de faire, c'est s'engager au quotidien. Donc, vous envoyez, vous cherchez un rendez-vous, faites une demande de prise de rendez-vous. Là, il faut qu'ils répondent tout de suite. Bien sûr. Pareil pour le message. Donc, chez nous, c'est une offre qu'on a lancée il y a maintenant plus d'1 an. C'était avant le Covid. Là-dessus, on a eu la chance, d'une certaine manière. C'est Connect, qui dit bien son nom. C'est mettre en relation le consommateur et le commerce local, avec ces 4 services, click and collect, prise de rendez-vous, etc. Et ce que nous, on a constaté, c'est que il suffisait pas de lancer les fonctionnalités pour que le commerce local se les approprie. Voilà. Et donc, on a travaillé sur 2-3 axes forts que sont l'accompagnement. Nous, on a des centaines de ce qu'on appelle d'onboarders, enfin c'est des téléconseillers qui aident le coiffeur à paramétrer son agenda au moins les premières fois pour lui mettre le pied à l'étrier. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous le citiez, c'est vraiment le fait de le responsabiliser autour de ce qu'il fait. Et de l'exposer au maximum à l'ensemble des médias sur lesquels il peut être légitime de s'exposer. Le truc qui est un peu compliqué pour un commerce de service aujourd'hui, c'est que les consommateurs, ils peuvent aller sur Google, sur Bing, sur Page Jaune, sur Apple. Et donc la réponse qu'on a apportée à ça, c'est de mettre tous ces services à disposition dans une seule et unique application. Outillé. SoLocal Manager. J'ai une application et que mon rendez-vous il vienne de Page Jaune, de Google ou de Bing, ce rendez-vous se déverse dans SoLocal Manager. Ça, c'est vraiment très important. C'est que du coup, vous incarnez les 2 drivers du commerce de demain. On en parlait, économie circulaire d'un côté, local de l'autre. Et vos façons d'y répondre, c'est les 2 drivers de nos métiers, c'est-à-dire la data d'un côté et la tech de l'autre. Si on devait résumer, c'est un peu ça. Et la tech, et derrière la tech, parce qu'encore une fois, les fonctionnalités, c'est bien, mais il y a tout cet enjeu d'accompagnement et de personnalisation. Comme sur le traitement de la data. Absolument. Pour être le plus fin possible. Oui, tout à fait. D'autant plus que cette plateforme d'Insight, donc le Bon Coin Pub Insight, est destinée à n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que vous soyez une boulangerie, pâtisserie, et que vous faites du chocolat à Pâques, que vous souhaitiez cibler uniquement les familles qui ont des enfants et qui seront peut-être appétents au chocolat, vous allez pouvoir le faire au même titre que Nestlé va pouvoir savoir comment se comportent leurs cibles, qu'ils connaissent très bien, c'est ce que tu disais Amaury, en regardant comment se comportent leurs cibles au travers de la plateforme d'Insight, et donc de mieux les cibler, encore une fois, avec le bon timing, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages. Merci d'avoir été avec nous pour cette première de Mobile Culture. On vous retrouve donc dans environ 2 semaines pour le numéro 2. Merci de nous avoir écoutés.